Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt le retour de la trêve. Et les problèmes pointent déjà le bout de leur nez. Lamine Yamal sera probablement absent, de sûr quasiment, pour le Celta Vigo. Probablement aussi contre Brest, le 26. Peut-être un retour contre Las Palmas, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire sans Lamine Yamal? Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est toute la question, c'est tout le problème qu'on a. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sans Lamine Yamal? Alors on avait parlé un petit peu de la Lamine Yamal dépendance récemment. Juste avant la trêve, vous savez, sur la défaite, par rapport à la défaite contre la Real Sociedad. Voilà, il y en avait certains supporters qui disaient non, on y va un petit peu fort, il n'y a pas forcément une dépendance, tout ça, il est jeune. Ok, je veux bien tout ça. Une personne, un abonné peut-être, dans mes commentaires qui m'avait dit faut pas abuser, Lamine Yamal, ce n'est pas Lionel Messi, le seul où on avait vraiment une dépendance, c'était Lionel Messi. Alors, on parle pas de meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, tout ça, on n'est pas en train de partir là-dedans, on est simplement en train de dire, il y a une équipe de football qui joue, cette équipe de football, elle joue comme ça, et dans cette équipe de football qui joue comme ça, il y a ce joueur-là qui est crucial à cette équipe pour jouer de cette manière-là, tout simplement. On parle de Lamine Yamal. Il n'y a pas que lui non plus. Sans Dani Olmo par exemple, ça fonctionne beaucoup moins bien, il y a moins de danger. Sans un Pedri, ça serait très différent. Sans un mec comme Casado, ça serait probablement très différent. Sans un Inigo Martinez ou un Pau Cubarsí en défense, ça jouerait aussi probablement autrement. On le sait. Les défenseurs sont très importants pour ressortir proprement le ballon, casser des lignes à partir de la défense, pouvoir jouer long aussi de temps en temps quand on est pressé haut dans notre propre camp, pouvoir casser des lignes loin. Pau Cubarsí qui trouve souvent cette passe pour Lewandowski. Si on n'a pas Pau Cubarsí, c'est différent. Ce n'est pas peut-être la fin du monde, mais c'est très différent. Voilà. Maintenant que c'est dit, les bases sont posées et donc la question est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà regarder un petit peu le calendrier. Voilà, le petit calendrier. On va se poser devant et on va rigoler un petit peu. Donc quand on regarde le calendrier, on revient donc de cette magnifique et dernière trêve de l'année contre le Celta Vigo, équipe qu'on pourrait nommer notre bête noire, à l'image du Rayo Vallecano. On sait que le Celta Vigo, on a toujours un peu de mal contre eux, là-bas surtout, à l'extérieur. Donc déjà, on commence par le Celta Vigo à l'extérieur, retour de trêve, sans Lamine Yamal. Aïe, ça pique un petit peu, tu vois. Après, on a un 26 novembre, qui est une très belle journée, évidemment. Magnifique journée, le 26 novembre. Match contre Brest. Match contre Brest, donc Ligue des Champions. On est à domicile et on enchaîne après avec le 30 novembre à domicile contre Las Palmas. Pour ces deux premiers matchs, déjà, Celta Vigo et Brest, on ne pourra pas compter sur Lamine Yamal, ni sur Ferran Torres. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas encore dispo non plus. Ansu Fati aussi, qui vient de se blesser. Et Eric Garcia, qui est toujours pas de retour. Bon, ça, c'est juste pour donner un petit peu les news sur le retour des blessés. Toujours pas de Christensen, ça commence à parler d'une opération pour Christensen qui devrait revenir maintenant en janvier, carrément. Donc, c'est de mieux en mieux. Et Ronald Araujo qui pourrait revenir, je ne sais pas exactement en vrai, ça parle de décembre, c'est assez flou, ça donne plusieurs dates, peut-être avant la fin de l'année, peut-être que Ronald pourrait revenir. Donc quand on regarde ce magnifique calendrier, on voit qu'on enchaîne 3 matchs pour la fin du mois de novembre, mais après il y a décembre et ça ne s'arrête pas. Car si mes calculs sont bons, on joue 8 matchs en un mois. Du 23 novembre au 21 décembre, dernier match de l'année 2024. Donc un mois, 4 semaines, 2 matchs par semaine. Un match tous les 3-4 jours environ. Donc un Barça qui va enchaîner les matchs, qui va enchaîner pas mal de matchs à l'extérieur, surtout en décembre. Le 3, le 7 et le 11 décembre, 3 matchs d'affilée à l'extérieur contre Mallorca, contre le Betis et contre Dortmund en Ligue des Champions. Dortmund qui ne sera pas notre dernier match de Ligue des Champions. Ensuite, en janvier, il y a Benfica et l'Atalanta. Ça, je crois que c'est les derniers matchs de Ligue des Champions, il me semble. Donc voilà. Mais quand même, ça fait quand même 3 matchs à l'extérieur d'affilée. Et puis après, pour finir, Leganés et Atlético Madrid le 21 décembre, juste avant de partir en trêve pour les fêtes. On a un dernier match contre l'Atlético Madrid à domicile. C'est des sacrés matchs. Il y a quand même pas mal de petits matchs qui pourraient être considérés comme des matchs pièges. Déjà le Celta Vigo pour démarrer, même contre Brest, une équipe qui s'en sort plutôt bien en Ligue des Champions actuellement, à ma plus grande surprise. Et après tout, les Bretons ne se laissent jamais faire. Mallorca Betis à l'extérieur, évidemment que c'est faisable, mais c'est toujours des petites équipes qui peuvent être embêtantes aussi. Dortmund, c'est un petit morceau. Leganés, ça devrait aller à domicile. Et après l'Atlético Madrid, voilà, ça reste un gros match. Donc déjà, on a un retour de trêve où on va enchaîner en un mois, on va faire 8 matchs. Les matchs vont
s'enchaîner. Pour le moment, on ne pourra pas compter sur Lamine Yamal, qui est un des joueurs les plus importants de l'équipe. Et on va en parler maintenant parce que ça va être délicat. Ça va être délicat. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour remplacer Lamine Yamal? La dernière fois que Lamine Yamal n'a pas joué, on a perdu. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer aussi d'assez intéressant, c'est que cette saison, Lamine Yamal a enchaîné quand même pas mal de matchs. Lamine Yamal, c'est 12 matchs, 11 en tant que titulaire en Liga. Donc il a juste loupé un seul match. C'était la dernière fois contre la Real Sociedad et on a perdu. Et la dernière fois avant la Real Sociedad où Lamine Yamal n'avait pas été titulaire, devinez contre quelle équipe c'était? C'était contre Osasuna où nous avions perdu 4-2 à l'extérieur. Donc au final, les deux seules fois où Lamine Yamal n'a pas été titulaire en Liga, le Barça a perdu. Je pose ça là, ce n'est simplement une stat, ce n'est pas pour dire obligatoirement que ce week-end, voilà, ça va mal se passer, mais au moins c'est dit. C'est dit. Donc on ne peut pas dire que Lamine Yamal ne nous manquera pas, on le sait déjà, Lamine Yamal va nous manquer. Maintenant c'est comme ça, c'est la vie, that's life. Il faut faire avec et il faut surtout trouver une solution. Et c'est là qu'Hansi il va peut-être un petit peu avoir un petit casse-tête, c'est qu'on a l'impression que le remplacement de Lamine Yamal cette saison n'a pas été, son remplaçant n'a pas été trouvé. Il a été plusieurs fois remplacé durant la saison, très souvent en fin de match. La plupart du temps, c'était Pau Vitor, surtout en début de saison. Pendant 3 ou 4 matchs, les premiers matchs de cette saison de Liga, Lamine Yamal à chaque fois a été remplacé par Pau Vitor à droite. Ça n'a jamais été fou, mais à chaque fois, il rentrait 5 minutes. 2-3 minutes, quelque chose comme ça. On n'avait pas le temps vraiment de se dire bon bah ça fonctionne pas, c'était pas grave, c'était une fin de match, tu vois. Quand il avait été reposé contre Osasuna, ça avait été Ferran Torres qui l'avait remplacé. Ferran Torres qui n'est pour le moment pas encore disponible. Ferran Torres avait été plutôt mauvais à droite. Maintenant, le seul pour moi qui peut jouer vraiment ailier droit, et on va en parler évidemment, mais c'est plus dans la position que vraiment dans le rôle ou dans ce qu'il peut apporter sur le terrain. Le seul qui peut jouer à cette position d'ailier droit, ce serait peut-être Ferran Torres. Maintenant, le problème de Ferran Torres, on peut pas dire ça sérieusement, mais vous le savez, son problème à Ferran Torres, vous connaissez son problème. Et vous allez me dire, quel problème? Il n'y en a pas qu'un. Arrêtez. Arrêtez de vous moquer. Concrètement, sans vouloir être méchant, voilà, Ferran Torres n'est pas un joueur qui fait des différences. Vous le savez très bien, c'est un joueur qui va être bon dans les appels, tout ça. Mais on sait que voilà, ça ne peut pas... C'est à des années-lumière de ce que peut apporter Lamine Yamal. Et ça, c'est un fait, c'est comme ça. Donc qui peut jouer à cette position? On a essayé Fermín López contre la Real Sociedad. Fermín López ne restait jamais à droite. N'occupez pas ce poste, cette position. Maintenant, c'est un joueur qui rentre à l'intérieur et qui essaie de faire des appels, combiner avec ses coéquipiers, faire des différences, apporter de la verticalité, tout ça. Vous connaissez ce que peut apporter, vous savez ce que peut apporter Fermín López. Maintenant, quand Lamine Yamal, il joue, souvent, il étire cette défense adverse. Il est positionné, il est collé à la ligne à droite. Il écarte, c'est souvent peut-être même le joueur le plus haut sur le terrain. Il est positionné là et il s'écarte un maximum pour étirer cette défense adverse. Ce n'est pas le cas de Rafinha. Par exemple, de l'autre côté, il est gauche qui va rentrer dans l'axe. C'est à Baldé après d'étirer cette défense de l'autre côté. Maintenant, il faut un joueur qui puisse faire ça. Ça, on peut en avoir. On peut mettre Rafinha et lui dire « Rafinha, tu colles la ligne, s'il te plaît. » Il va coller la ligne. Maintenant, quand il va toucher le ballon, qu'est-ce qui va se passer? Lamine Yamal, quand il a le ballon, il a plusieurs choix. Parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité, Lamine Yamal, vous le savez. Lamine Yamal, quand il touche le ballon dans le couloir, il peut aller fixer son vis-à-vis. Souvent même, il est 2 contre 1, mais Koundé essaie de justement le libérer en faisant des appels, dédoublement, tout ça. Mais on va parler aussi de l'importance de Koundé, mais on en a déjà parlé aussi de l'importance de Koundé pour Lamine Yamal. Les deux, ça fonctionne très bien parce que Koundé fait beaucoup de travail pour Lamine Yamal sans ballon. Donc Koundé aide énormément Lamine Yamal quand ils jouent tous les deux ensemble. Mais si Lamine Yamal n'est pas là et que Koundé est tout seul, il va pas faire des miracles, les gars. Il va pas faire des miracles et dribbler tout seul. Et là, d'un coup, il y en a qui vont me dire, comme la dernière fois quand j'avais souligné ça, ah bah ça prouve que Koundé, c'est pas un top latéral. Ce n'est pas ça. Koundé, c'est pas un joueur, c'est pas un latéral qui joue comme ça. C'est pas un latéral forcément très offensif. C'est pas un latéral peut-être comme Baldé aussi qui peut faire des différences. Koundé, il va le faire de temps en temps, mais c'est pas un joueur de débordement. Tout ça, ça reste un joueur qui a certaines qualités, mais qui sont plus des qualités défensives. Donc il va essayer d'apporter, d'aider, on va dire, son ailier. Ça va être plus lui qui va aider l'ailier que l'inverse, tu vois. C'est pas l'ailier qui va aider Koundé à le libérer et Koundé il va partir en dribble et déborder. Non, ça ne marche pas comme ça. Koundé, ce n'est pas Daniel Alves, ce n'est pas un latéral comme ça. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, tout simplement. Bref, donc en gros, là, on va avoir un problème, c'est que Lamine Yamal, quand il reçoit le ballon, il va provoquer son vis-à-vis pour potentiellement dribbler. Mais ce qu'il fait aussi très souvent, c'est rentrer dans l'axe et libérer un peu le couloir. Koundé peut
gambader dans le couloir, soit il va faire l'appel pour qu'on le lui donne et qu'il fasse un centre ou une passe en retrait dans la bonne zone, point de pénalty, tout ça, entrée de surface, comme il l'a déjà fait durant la saison, soit il joue juste sans ballon pour étirer, toujours pour attirer les adversaires, essayer de proposer quelque chose sans ballon aussi et de libérer un peu ses coéquipiers tout simplement. Et là, Lamine Yamal au cœur du jeu, il va pouvoir faire le petit dribble, faire la petite passe pour Rafinha qui part de l'autre côté en profondeur, tout ça. Donc c'est là où il y a complication. Parce que si on met Fermín López à droite, on l'a vu, il ne reste pas à droite. Donc ce qui veut dire qu'il n'étire pas cette défense adverse. Il va constamment, déjà de base, être dans l'axe en fait. Et jamais vraiment aller dans ce couloir ou de temps en temps, mais vraiment c'est trop léger. Et du coup, les adversaires, ils n'ont pas besoin vraiment de se concentrer. Ils vont pas s'étirer, on va dire. Et ils vont rester très compacts dans l'axe. Et le Barça aura beaucoup moins de solutions. Parce que les joueurs qui sont censés étirer ce bloc, ils vont pas faire leur travail, dans ce travail-là en tout cas. Donc après, vous mettez Rafinha. Il n'y a pas 50 solutions de toute façon, les gars. Moi, je vous le dis, c'est mon avis en tout cas. On peut mettre Pau Vitor, mais c'est pas fou. On peut mettre Dani Olmo, on peut mettre Fermín et on peut mettre Rafinha. De toute façon, on va pas inventer des joueurs, les gars. Hein. On va pas en fabriquer d'un coup du jour au lendemain. Ah tiens, on met lui. Ah si, il y a Messi qui est revenu, ailier droit. On est en 2015, il y a la MSN. Non, les gars, ça n'existe plus. Donc si on met Rafinha... On le sait, on l'a déjà vu à l'œuvre, Rafinha à droite, ce n'est pas ça parce que, il va y avoir des situations où il va se retrouver en 1v1 et Rafinha n'est pas spécialement très bon dans le dribble. Quand il est arrêté en 1v1 comme ça, qui fit son défenseur, son latéral, son vis-à-vis, il va pas arriver comme Lamine, faire des crochets, faire des trucs et faire des différences en étant arrêté. Ça va être plus compliqué. Rafinha, c'est un joueur de profondeur, c'est un joueur d'appel, c'est un joueur vertical, mais où il va faire des différences plus sans ballon qu'avec ballon. Il va faire l'appel, recevoir le ballon et après, il va être plutôt bon quand il va être proche de la surface pour déclencher un tir, faire quelque chose comme ça ou combiner peut-être. Mais c'est pas un joueur vraiment, c'est pas lui qui va faire la différence dans le couloir vraiment. Donc si il se place là dans le couloir, il va pouvoir se positionner là, mais il va pas pouvoir faire ce que Lamine fait, c'est-à-dire dribbler. Il va rentrer à l'intérieur et il va essayer de faire ses appels et recevoir le ballon dans la course, tout ça. Ça, c'est une chose. Si on met Fermín López, on l'a dit tout à l'heure, il reste pas dans sa zone à aucun moment. Il reste donc Dani Olmo ou Pau Vitor. Bon, Pau Vitor, je l'élimine d'office parce que si on a le choix entre Dani Olmo, Rafinha ou Pau Vitor, on va pas mettre Pau Vitor à droite. Donc il reste Dani Olmo qui a par moment pu occuper ce poste quand il jouait à Leipzig à l'époque, la saison dernière en tout cas. Mais Dani Olmo, ça a toujours été un joueur axial. C'est un joueur qui, à l'inverse de Rafinha, peut être un petit peu plus dribbleur et peut mieux s'en sortir en 1v1 dans un couloir. Mais c'est quand même un joueur qui occupe énormément cette zone axiale. Je vais vous afficher un peu sa heatmap de la Bundesliga, hein, évidemment, parce qu'au Barça, il joue milieu offensif très axial depuis qu'il est arrivé, donc ça n'aurait pas de sens de mettre sa heatmap du Barça. Mais sa heatmap de Bundesliga, elle est très variée, hein, évidemment, c'est surtout le front de l'attaque. On voit quand même une zone d'occupation un petit peu plus sur la droite, mais ça reste une zone dans le demi-espace. Et le problème, c'est qu'à Leipzig, ça jouait très différemment. On avait des attaquants qui étaient très libres et qui, par moments, faisaient les appels dans les couloirs, qui avaient un petit peu tout le front de l'attaque pour eux. C'était des joueurs, c'est pas des joueurs, des neufs de fixation, des neufs comme Lewandowski qui vont jouer dos au but, en appui, tout ça. C'est vraiment des attaquants qui prenaient la profondeur, qui bougeaient dans tous les sens, des joueurs avec du volume de jeu, quoi. Et Dani Olmo, ça lui convenait bien. Toute la tactique de Leipzig, on va dire, fonctionnait comme ça, où tu avais des latéraux qui montaient aussi. Et des sortes d'ailiers qui étaient les ailiers à Leipzig, c'était Xavi Simons et Dani Olmo. Mais c'était pas vraiment des vrais ailiers, c'était pas des purs ailiers. C'était des joueurs qui rentraient à l'intérieur du jeu, que ça soit à gauche ou à droite, et qui jouait dans ces demi-espaces là en fait. Donc il jouait pas en pur ailier. Maintenant, est-ce que Dani Olmo a l'intelligence de placement de se dire je vais coller la ligne et je vais attirer ce joueur là pour au moins étirer la défense dans un premier temps, puis après on va attendre que Koundé monte un petit peu, combiner avec Koundé, laisser Koundé monter dans le couloir et lui rentrer à l'intérieur du jeu et là apporter ce qu'il apporte à l'intérieur du jeu, c'est une possibilité. Maintenant, si on met Dani Olmo dans ce rôle, est-ce qu'il faut changer aussi un petit peu le milieu? On sait qu'à l'instant T, on a plus un double pivot Casado Pedri avec un milieu intérieur droit qui joue très très haut, qui joue dans le demi-espace droit et qui occupe la zone de la surface, qui joue presque comme un deuxième attaquant par moment. Donc est-ce que si Dani Olmo il joue ailier droit et qu'on met un milieu, imaginons comme Fermín López qui joue à l'intérieur du jeu dans cette zone-là, si Dani Olmo y rentre, eh bien ça se trouve ils vont se marcher dessus un petit peu. Dani Olmo, Fermín qui ont un petit peu en plus le même profil. Donc est-ce qu'il y a intérêt à faire ça? Je ne sais pas.
Je ne suis pas sûr de ça non plus. Donc est-ce qu'il faudrait changer un petit peu le milieu et jouer avec un pur 6 par exemple et des milieux intérieurs mais qui montent peut-être que le milieu intérieur droit monte un petit peu moins haut pour laisser la place à Dani Olmo plus à l'entrée de la surface. C'est une possibilité. Si on garde ce milieu offensif sur la droite qui monte très haut, eh bien il faudrait peut-être que ça soit un joueur peut-être comme Rafinha, même si Rafinha je le préfère largement à gauche, mais au moins ça permettrait, je vous donne mon explication de pourquoi je pense à ça, parce que Rafinha c'est un joueur aussi, on l'a déjà vu quand il joue demi-intérieur droit, milieu offensif on va dire, quand il a déjà joué à ce poste depuis le début de la saison, il est changé souvent. Des fois Lamine Yamal jouait à droite et Lamine quand il est rentré au cœur du jeu, Rafinha il allait occuper ce poste là, simplement pour occuper le poste et pour étirer la défense. Avoir ce rôle là, pas forcément faire les appels, il n'avait pas forcément les ballons, il faisait pas les dribbles, mais au moins Lamine rentrait à l'intérieur, il avait l'intelligence pour aller se positionner là-bas et étirer la défense adverse. Et peut-être que si on met Dani Olmo et Rafinha en même temps, peut-être que s'il y en a un qui rentre, l'autre il va s'écarter et vice versa. Et à ce moment-là, en ailier gauche intérieur, on mettrait Fermin Lopez, qui la dernière fois qu'il avait joué à ce poste-là avait été plutôt intéressant. Je sais plus ce que c'était le match, c'était peut-être l'Espagnol de Barcelone. Il était rentré en cours de match et ça avait été plutôt intéressant à ce poste-là. Maintenant, c'est des solutions de bricolage, les amis, et vous allez me dire, ouais, mais c'est encore du bricolage. Vous voulez faire quoi de toute façon? On n'a pas 36 solutions et rien, absolument aucune solution qu'on a actuellement, elle sera pas meilleure la solution que s'il y avait eu Lamine Yamal sur le terrain. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien. Donc c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Flick va devoir gérer ce casse-tête-là. Le problème de ce management avec Lamine Yamal, ce management de Flick depuis le début de la saison, c'est que Flick, il a essayé de trouver des solutions. Il a testé son équipe. Donc ça, il a bien fait les choses. Il avait mis même Casado un peu plus haut à un moment donné, quand il y avait encore Bernal, Garcia en 6, Fermin Lopez même, voilà, on l'a testé à gauche, Rafinha, bref, il y a eu des tests quand même dans cette équipe par moment. Mais le seul test vraiment qui n'a pas eu lieu, c'est de trouver un remplaçant à Lamine Yamal, de trouver une solution en fait de repli si jamais, eh bien, de dernier recours, si jamais Lamine Yamal n'est pas là, qui on met à sa place pour faire en sorte que l'équipe, elle continue quand même à bien jouer ou à proposer, on va dire, du football, un football cohérent, que ça soit toujours aussi fluide, même si un de tes meilleurs ailiers, un des meilleurs ailiers du monde actuellement d'ailleurs, qui fait énormément de différence, même si lui il n'est pas là, que l'équipe elle continue à bien jouer, tu vois. Et ça malheureusement, on n'a jamais eu la solution. Comme je l'ai dit en début de saison, on n'a vu Pau Vitor remplacer Lamine Yamal que sur des bouts de match. Donc voilà, mais Pau Vitor c'est pas un pur ailier, il va avoir tendance à rentrer dans l'axe, il fera pas de différence en 1 contre 1 sur l'aile, c'est un attaquant quoi. C'est comme si tu mettais, alors pas comparé non plus, mais c'est comme si tu mettais limite Lewandowski ailier droit, tu vois. Et c'est pas un joueur qui est ailier droit, c'est pas un joueur qui est ailier tout court. Donc compliqué. Il a été remplacé Lamine Yamal par, il y a eu des remplacements par Gérard Martin, donc bon, il y avait eu beaucoup de remplacements, mais la plupart du temps c'était soit Rafinha qui allait à droite, soit Pau Vitor, c'est tout en vrai je crois. C'est tout. Peut-être à un moment donné, il y a eu certains matchs où on a fait rentrer 50 attaquants et peut-être qu'à un moment donné, Ansu Fati s'est retrouvé à droite, peut-être. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il y a eu un bout de match sur un seul match, peut-être 10-15 minutes où Ansu Fati s'est retrouvé ailier droit, et encore que, mais c'est tout. Et puis Ansu Fati, de toute façon, n'est pas disponible, donc ça règle le truc. Comme je l'ai dit, il n'y a pas 50 solutions. À voir. Moi, je pencherais peut-être pour potentiellement un Dani Olmo. Parce que Dani Olmo, c'est un joueur qui est intelligent, qui a un QI football assez élevé. C'est un joueur qui est plutôt bon, c'est un des joueurs les plus techniques en 1v1, en tout cas un des joueurs qui fait le plus de différence en 1v1 pour moi, je pense, après Lamine Yamal dans notre équipe. Donc un joueur qui se retrouverait dans le couloir un petit peu enfermé à devoir faire des différences, peut-être que lui s'en sortirait mieux qu'un Rafinha. Ça reste un joueur intelligent qui va pouvoir, comme je l'ai dit, étirer la défense. C'est un joueur qui peut rentrer à l'intérieur et faire des différences, que ça soit par la passe, par les dribbles, perforation de la défense, tu vois. Bref, il peut faire des différences. Donc je pencherais peut-être plus pour un Dani Olmo qu'un Rafinha qui a déjà montré ce qu'il valait en ailier droit. Et c'était pas la meilleure version de Rafinha. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, ça va être un gros casse-tête. Peut-être le plus gros casse-tête de Flick depuis ce début de saison. Parce qu'il y a eu des casse-têtes, qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on met à ce poste-là. Mais ça s'est toujours bien passé parce que c'était des joueurs qui étaient plutôt bons à ce poste. Tu vois, mettre un Eric Garcia en 6, il était plutôt à l'aise. Il avait déjà été testé en 6, peut-être il y a 2 ans, je sais plus, quand il avait joué. Il avait déjà été testé en 6.
il me semble, un bout de match avec Xavi. Il a été testé là, ça s'est bien passé. Voilà, c'est un joueur qui peut être à l'aise. Bernal en 6, ok. Casado en 6, ok. Voilà, on a des joueurs qui ont été testés. Il y a eu quelques bricolages, mais la plupart du temps, c'est des joueurs qui avaient joué à ce poste-là et qui avaient été plutôt bons. Maintenant, le gros casse-tête, c'est ça. C'est comment remplacer Lamine, sachant que tu n'as jamais vraiment travaillé sur le sujet. Il va falloir s'y pencher rapidement. On se retrouve demain pour l'avant-match Celta Vigo-Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.